Salut tout le monde, bienvenue sur l'Instit Online. On continue les vidéos pour essayer de vous aider dans votre préparation du CEB 2024. Et aujourd'hui, on va parler de l'épreuve d'histoire-géographie. Alors, premier conseil que je te donne, c'est de bien revoir les dates de début et de fin des grandes périodes historiques. Donc tu dois savoir que la préhistoire se termine en plus ou moins 3000 avec l'invention de l'écriture. Entre moins 3000 et 476, on a l'Antiquité qui se termine avec la chute de Rome. En 476 va donc commencer le Moyen-Âge jusqu'en 1492, qui est l'année où Christophe Colomb a découvert l'Amérique. En 1492 va commencer donc les temps modernes. Les temps modernes, alors c'est une période de grande découverte. Généralement, quand tu vois des navigateurs, etc., c'est généralement pour illustrer les temps modernes. Donc découverte de l'Amérique, temps modernes, qui se termine en 1789, l'année de la Révolution française. Ça marque aussi le début de l'époque contemporaine dans laquelle nous sommes encore actuellement. D'accord ? Il n'y a pas de date de fin à l'époque contemporaine. Attention, je le dis chaque année, mais les temps modernes, c'est pas maintenant. D'accord ? Moderne, ça veut pas dire futur, robot, tout ça. Maintenant, c'est l'époque contemporaine. Deuxième conseil que je te donne, il faut évidemment prendre son temps pour bien lire les documents. Alors, l'épreuve d'histoire-géographie, c'est une épreuve durant laquelle tu vas devoir utiliser le portfolio. Le portfolio, c'est un recueil de documents. On va à chaque fois te préciser dans les questions la page à laquelle tu vas trouver les informations nécessaires pour répondre. Donc ne va pas trop vite, assure-toi que tu as le bon numéro de page et que tu vas bien utiliser le bon document pour répondre. D'accord ? Tu vas trouver toutes sortes de documents, ça peut être des représentations de personnages, ça peut être des monuments, ça peut être des objets, etc. On risque de te demander, ce document-là montre quelque chose qui appartenait à quelle époque. Il y a toujours des indices pour que tu puisses aller trouver les réponses. Donc n'hésite pas à regarder l'ensemble du document. Mon troisième conseil, ça va être de savoir situer un événement quand on donne le siècle. D'accord ? Alors pour ça, il y a un truc très simple. Si on te donne la date de l'événement, en fait, tu vas prendre les deux premiers chiffres. Donc par exemple, 1648, tu vas prendre les deux premiers chiffres, c'est-à-dire 1 et 6, donc 16. Tu vas rajouter 1 et ça va te donner le siècle auquel appartient cette année-là. D'accord ? Donc 1648, 16 plus 1, ça fait 17e siècle. 1212, tu prends 1 et 2, tu rajoutes 1, ça fait 13. 1212, c'est au 13e siècle. D'accord ? N'hésite pas à te souvenir de ça pour être sûr de ne pas mélanger les siècles. Quatrième conseil que je te donne, c'est plutôt pour la partie géographie, c'est de bien revoir les provinces, les chefs-lieux, les 3 régions, bien entendu, les pays frontaliers et les principaux cours d'eau de la Belgique. Parce que forcément, tu dois savoir situer des villes principales dans des provinces, etc. Donc ça, en principe, ça devrait aller, parce que ça fait quelques années que c'est revu en classe, mais n'hésite pas à bien relire ça, d'accord ? Et n'hésite pas aussi à demander à tes parents de te faire répéter les provinces, les chefs-lieux, tout ça, c'est important. Cinquième conseil, si jamais tu as une carte sur laquelle tu vas devoir travailler, n'hésite pas à bien identifier le type de carte qu'on te propose et le genre d'information que tu vas trouver dessus. D'accord ? Une carte oro-hydrographique et une carte économique, ça donne pas le même genre d'information. Donc bien identifier le genre d'information qu'on va te donner. Pour ça, tu dois évidemment regarder la légende et tu dois savoir retrouver les éléments de la légende sur la carte. Sixième conseil, c'est de revoir le vocabulaire hydrographique. Le vocabulaire hydrographique, ça veut dire que tu dois savoir la différence entre une rivière et un fleuve. Une rivière, généralement, c'est plus petit et ça se jette soit dans une rivière, soit dans un fleuve. Un fleuve, ça se jette dans la mer ou dans un océan. D'accord ? Tu dois aussi savoir ce que c'est un affluent, un confluent, etc. Justement, pour le vocabulaire hydrographique, il y a un truc auquel tu dois faire attention, c'est savoir identifier la rive gauche et la rive droite d'un fleuve. Alors pour ça, tu dois toujours imaginer que tu te places au-dessus du fleuve, dans le sens du courant. Ça veut dire que le fleuve, il coule entre tes jambes vers l'avant, devant toi.
Dans ce cas-là, tu sais identifier facilement la rive droite qui est à ta droite, la rive gauche qui est à ta gauche. D'accord? Donc tu dois toujours te mettre dans le sens du courant, tu dois voir le fleuve couler devant toi ou la rivière couler devant toi pour savoir identifier la rive droite et la rive gauche. 7e conseil, il faut revoir les pays européens. Alors on ne te demande pas de tous les connaître par cœur parce qu'il y en a quand même une quarantaine, mais tu dois connaître les principaux. D'accord? Les principaux pays, tu dois savoir les identifier, tu dois savoir les situer et tu dois connaître leur capitale. Donc la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Okay, ça, c'est vraiment le minimum de chez minimum. Et alors, tu dois savoir quelle est la différence entre l'Europe et l'Union européenne. Okay, l'Europe, c'est le continent. L'Union européenne, c'est une organisation qui regroupe certains pays d'Europe et qui partagent des législations, donc des lois, des normes et des valeurs. Okay, donc c'est vraiment pas la même chose, Europe et Union européenne. 8e conseil, il faut évidemment revoir les types de paysages. Donc tu dois savoir quelles sont les caractéristiques d'un paysage côtier ou littoral, c'est près de la mer. Hein. Tu dois savoir quelles sont les caractéristiques d'un paysage de montagne. Généralement, on voit les montagnes. Tu dois savoir évidemment identifier un paysage urbain. Paysage urbain, c'est avec beaucoup de constructions, des grands immeubles, etc., beaucoup de moyens de transport. Et un paysage rural. Un paysage rural, c'est dans les champs. Hein, quand tu as peu d'habitations, quand tu vois des chemins qui sont au milieu des champs, etc., ça c'est plutôt un paysage rural. Okay, donc voilà, n'hésite pas à bien revoir les paysages et à identifier le vocabulaire aussi qui est en rapport avec les types de paysages. Tu dois aussi savoir identifier quel est l'avant-plan d'un paysage, quel est le plan moyen et quel est l'arrière-plan. Okay, donc si on te donne une photo d'un paysage et qu'on te demande qu'est-ce qu'il y a à l'avant-plan c'est ce qui est le plus proche possible de l'appareil photo qui a pris la photo du paysage. Par exemple, si je te dis ce marqueur, voilà, ce marqueur en fait il est à l'avant-plan de mon image actuellement. Okay, les arbres qui sont derrière moi ils sont à l'arrière-plan et moi je suis au milieu. Alors 9e conseil, évidemment, mais ça c'est commun à toutes les épreuves du CEB, relis. Okay, tu lis bien les questions jusqu'au bout et tu vérifies tes réponses plusieurs fois si nécessaire. D'accord? C'est vraiment super important. Et n'hésite pas, dernier conseil, à bien utiliser un brouillon si tu en as besoin. Par exemple, pour tracer les lignes du temps. Okay, tu peux évidemment utiliser brouillon pour retrouver les lignes du temps, pour te remettre les grands événements en mémoire, etc. Okay, donc voilà, j'espère que ces conseils vont t'aider pour le CEB d'histoire-géographie. N'hésite pas à mettre des pouces en l'air si c'est le cas. N'hésite pas à partager autour de toi ou à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite bon courage pour le reste des épreuves et je te dis à très vite sur l'Institut Online. Ciao!